jour, alors qu'elle étudiait à la bibliothèque, le téléphone de Shen Yao sonna. Dès qu'elle répondit, un homme à l'autre bout du fil l'avertit que quelqu'un venait pour elle. Soudain, Shen Yao fut entourée par 4 hommes en costume, et ces types n'avaient pas l'air d'être là pour lui offrir des bonbons. Shen Yao se leva et courut droit vers la porte, mais un agent bloqua son chemin, l'obligeant à se diriger vers le couloir. Elle finit par trouver un placard, l'ouvrit et s'y enferma pour échapper aux agents. Mais maintenant, elle n'avait plus nulle part où aller. Les agents commencèrent à essayer de défoncer la porte, et Shen Yao était terrifiée. Mais au moment où tout semblait perdu, l'homme qui l'avait appelé pour l'avertir lui dit de se retourner. Derrière elle, une masse d'énergie jaune flottait, et une main en sortit pour l'attraper. Shen Yao ferma les yeux et attendit l'inévitable. Au moment où les agents défoncèrent la porte, Shen Yao avait déjà disparu. Elle avait été emmenée par Wong, le guide qui l'avait appelé pour l'avertir des agents. Il essaya alors de l'éloigner le plus possible d'eux, enchaînant les manœuvres de fuite. Cependant, yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Les agents avaient une arme secrète pour contrer les techniques de Wong, un pistolet. Wong fut touché en plein vol, mais il était relativement indemne. Cependant, il ne pourrait pas échapper aux agents dans cet état. Alors, il déposa Shen Yao, créa une barrière pour la protéger et se prépara au combat. Il sauta du rebord, et dès qu'il atterrit, il asséna un coup de poing à l'un des agents, un coup si puissant qu'il dut sûrement entendre les cloches sonner. Un autre agent se précipita pour l'attaquer, mais Wong le repoussa tout en tenant en respect 2 autres agents. Finalement, l'un d'eux parvint à le plaquer au sol et le projeta en l'air. Après une brève lutte aérienne, l'homme réussit à écraser Wong contre un bâtiment avec l'aide de ses 3 alliés. Mais lorsque la poussière retomba, les 3 alliés étaient KO. Wong, quant à lui, était parfaitement indemne. Cependant, il était probable qu'au moins 10 personnes innocentes venaient de mourir dans ce bâtiment. Wong avait encore un agent en face de lui. Il flotta hors du bâtiment et enleva sa veste, car les choses allaient devenir sérieuses. L'agent, lassé de perdre du temps, décida de tout donner. Il souleva un deuxième bâtiment pour l'utiliser comme projectile. Les gens dans ce bâtiment auraient probablement préféré se faire porter pâle aujourd'hui. L'agent lança le bâtiment sur Wong, mais sans même transpirer, ce dernier l'attrapa avec ses pouvoirs, le brisa en morceaux et renvoya les blocs vers l'agent. Ce dernier essaya de se défendre, mais Wong compressa simplement tous les blocs jusqu'à provoquer une explosion massive. En voyant Wong et l'agent dans une version miroir du monde, Wong fut agacé. Les choses avaient pris une tournure problématique, et cela allait lui causer bien des ennuis. Mais avant tout, il devait régler le compte de l'agent. Ce dernier sortit son pistolet et le pointa sur Wong. Sérieusement, que pensait-il pouvoir faire avec une arme, alors que Wong venait d'arrêter un bâtiment une minute plus tôt? Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car le pistolet ne fonctionnait pas dans cette dimension. De toute façon, Wong n'avait plus de temps. L'énergie jaune commença à l'entourer, et ce faisant, elle repoussa l'agent dans l'eau. Le temps se mit alors à rembobiner, et Wong espéra que les choses se dérouleraient différemment dans la prochaine boucle. Finalement, tout revint à la normale. Shen Yao se réveilla à son bureau, dans la bibliothèque. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui venait de se passer. À côté d'elle, un jeune Wong se tenait debout et lui demandait de l'aide, car il ne comprenait pas ses devoirs de maths. Les années passèrent, et tout le monde se retrouva à une soirée de lycée. Ils jouaient à Jenga, et c'était au tour de Chao de jouer. Mais lorsqu'elle croisa le regard de Wong, elle fut troublée et fit tomber la tour. Selon les règles du jeu, celui qui faisait tomber la tour devait révéler un secret. Alors, le groupe demanda à Shen Yao de leur dire qui était son crush. Wong commença à sourire en entendant cela, et ses camarades se moquèrent de lui car il était impossible que Shen Yao puisse aimer un PNJ aussi ordinaire que lui, mais à la surprise générale, y compris celle de Wong, Shen Yao avoue qu'elle l'aime vraiment. Elle précise bien qu'elle ne plaisante pas, car elle l'aime depuis le jour où ils se sont rencontrés au collège. Wong est sous le choc. Se faire avouer ses sentiments par Shen Yao est un rêve qui se réalise. Normalement, cela aurait été le jour le plus heureux de sa vie, mais juste après la soirée, il est kidnappé et se fait tabasser près de la rivière. Wong n'a jamais rencontré ces gens de sa vie, mais leur patron, Saint-Jean, a un crush sur Shen Yao. Après avoir appris que Shen Yao aimait Wong, au lieu de lâcher l'affaire et de passer à autre chose, il a décidé de traîner Wong près de la rivière et de le menacer de mort par l'intermédiaire de ses sbires. Wong reconnaît Saint-Jean comme le chef d'un gang notoire et se souvient aussi avoir entendu qu'il harcelait constamment Shen Yao. Il comprend donc ce qui se passe, mais il ne peut rien faire contre autant d'adversaires. Saint-Jean appelle alors Shen Yao en visio via le téléphone de Wong et lui montre l'état pitoyable de son crush. Shen Yao est horrifié de voir ce que Saint-Jean a fait à Wong. Ce dernier crie alors à Saint-Jean de la laisser en dehors de tout ça, car il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour lui. Mais Saint-Jean est bien décidé à lui faire regarder l'humiliation de Wong. Il lui dit que ce dernier est un vrai loser et qu'il n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un d'aussi parfait que Shen Yao. Il ordonne ensuite à Wong de jurer qu'il ne s'approchera plus jamais d'elle, sinon ses hommes le jetteront dans la rivière. Wong pourrait choisir la solution facile et jurer qu'il ne lui parlera plus jamais, mais il ne trahira jamais Shen Yao. À la place, il donne un violent coup de tête à celui qui le tient.
C'était un sacré coup de tête, mais malheureusement, il était si puissant que l'homme lâche Wong par accident, et celui-ci finit par tomber dans la rivière. Saint-Jean commence à paniquer, car il n'avait jamais prévu de le tuer. Il voulait juste lui faire peur pour qu'il ne lui vole pas Shen Yao. Il appelle frénétiquement Wong pour voir s'il va bien, mais personne ne répond. Alors, Wong est probablement mort, ce qui signifie que Saint-Jean vient de commettre un meurtre, et il a laissé Shen Yao en être témoin. Pendant ce temps, sous l'eau, Wong est en train de se noyer, mais il ne fait même pas l'effort de se sauver. S'il ne peut pas protéger celle qu'il aime, alors il n'y a plus de raison de rester en vie. Alors que sa vie défile devant ses yeux, il a une vision de son enfance. Il venait de s'enfuir d'un combat, et selon les standards du collège, cela avait instantanément détruit toute la popularité qu'il avait. Pour enfoncer le clou, il entend 2 filles parler de lui en disant qu'il est un pleurnichard. Les heures passent, et à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi. Mais Wong reste là et continue de broyer du noir. Finalement, Shen Yao sort de l'école, mais elle s'arrête dès qu'elle remarque Wong assis près du portail. Elle lui demande ce qui ne va pas. Wong reste silencieux. Alors Shen Yao suppose qu'il a dû oublier son parapluie et lui propose de partager le sien pour rentrer ensemble. Wong refuse son offre et dit qu'il peut rentrer seul. Mais Shen Yao lui rappelle qu'il pleut toujours et qu'il n'a pas de parapluie, alors il va être trempé. Wong réalise qu'elle a raison, mais il dit qu'il peut attendre ici que la pluie s'arrête. Shen Yao trouve Wong vraiment drôle, mais elle remarque une coupure sur son bras et lui demande de la lui montrer. Wong refuse d'abord, mais Shen Yao insiste, disant qu'elle veut juste l'aider à soigner la blessure. Wong finit par accepter. Shen Yao lui met alors un pansement sur le bras et souffle un baiser dessus pour qu'il guérisse plus vite. Et à ce moment précis, Wong avait déjà imaginé les 50 prochaines années de sa vie avec elle. Il la remercie pour son aide, et à partir de ce moment, ils deviennent inséparables. De retour au présent, Wong se réveille dans l'eau et remarque une lumière au fond de la rivière. Il a déjà coulé trop profondément pour pouvoir remonter à la surface avant de se noyer. Alors il décide de se donner à fond et nage vers le bas pour vérifier la lumière avant de mourir. Une fois en bas, il trouve un petit cube lumineux, le ramasse, et avant même de réaliser ce qui se passe, le cube s'active et entre en lui. Soudain, Wong ressent une douleur immense dans tout son corps. Quelques instants plus tard, il est téléporté hors de l'eau et commence à voyager à travers un trou de verre qui l'amène au milieu d'un cube. Lorsqu'il se réveille, il panique, car il était en train de se noyer il y a une seconde. Il est soulagé d'être en vie, mais maintenant, il ne sait pas où il est ni comment il est arrivé là. C'est alors qu'un système apparaît devant lui et annonce que Wong a le pouvoir de dessiner un rayon de 15 mètres autour de lui. Dans cette zone, il peut se téléporter instantanément à n'importe quel endroit. Rien de tout cela n'a de sens pour Wong, car il ne croit pas à la téléportation. Mais, à l'instant suivant, il est téléporté contre son gré. Il apparaît dans le ciel, au-dessus du canal, et Wong panique à nouveau, car il est très haut et craint de tomber. Mais en réalité, il flotte, donc il est en sécurité. Une fois calmé, il regarde en bas et réalise que Saint-Jean est désespérément en train de le chercher dans l'eau, car il craint d'avoir tué Wong. Il trouve ça plutôt amusant, mais quelques secondes plus tard, il est téléporté à un nouvel endroit. Saint-Jean a le sentiment que quelqu'un l'observait depuis le ciel, alors il demande à ses subordonnés s'ils ont entendu quelque chose. Mais il pense que Saint-Jean a dû halluciner, alors il leur dit de continuer à chercher Wong. Pendant ce temps, Wong se retrouve téléporté dans une salle de classe vide de son école. Il est maintenant sûr qu'il peut vraiment se téléporter, mais il ne comprend pas comment il a obtenu ce pouvoir. Soudain, le système parle et dit à Wong qu'il vient d'activer en continu son pouvoir de téléportation. Wong panique et craint de devenir fou, car il entend des voix dans sa tête. Mais le système le corrige. Il est en fait dans le corps de Wong, pas dans sa tête. Ce n'est toujours pas très rassurant. Alors Wong lui dit de sortir de son corps, mais le système l'ignore et l'avertit que quelqu'un approche. Un membre du personnel marche vers la salle de classe, car il a entendu un bruit bizarre provenant de l'intérieur. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il ne voit qu'une salle de classe vide, avec une flaque d'eau sur le sol. Wong a réussi à rentrer chez lui, alors il décide de prendre une douche pour se détendre. Une fois la douche terminée, il sort son téléphone, et, bizarrement, il fonctionne encore, même s'il était au fond de la rivière avec lui. La première chose qu'il fait est d'appeler Shen Yao pour lui dire qu'il est en vie. Dès que Shen Yao répond, elle commence à lui demander frénétiquement s'il va bien. Il lui dit qu'il va bien, mais elle pense que Saint-Jean est allé trop loin. Alors elle demande à Wong s'il devrait le dénoncer à la police. Honnêtement, Shen Yao aurait dû appeler la police dès qu'elle a vu Wong tomber du pont. Mais Wong lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il a réussi à s'échapper sans que Saint-Jean ne le repère. Donc, pour l'instant, il est probablement encore en train de chercher son corps dans la rivière et de s'inquiéter de la prison qui l'attend. Bref, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Alors Wong lui dit de se reposer pour aujourd'hui et raccroche. Il s'allonge ensuite sur son lit et se demande ce qu'il va faire de son système, car personne ne le croirait même s'il leur en parlait. Soudain, le système réapparaît et demande à Wong s'il s'est calmé. Wong lui demande pourquoi il continue de le suivre, mais le système lui rappelle qu'il fait partie de son corps maintenant, donc Wong ne peut pas s'en débarrasser. Le système active alors le cube et Wong est à nouveau aspiré à l'intérieur. Il explique qu'il a établi une connexion avec le corps de Wong. Donc, en d'autres termes, Wong est coincé avec lui pour toujours. Cela fait de lui l'utilisateur du système universel du cube Héraclite, et par extension,
le maître du système. Wong ne comprend toujours pas tout, alors il demande au système où il se trouve. Celui-ci explique que c'est un espace macro à l'intérieur du cube et que, bien que le cube ne mesure que 3 cm, il contient bien plus d'espace à l'intérieur. Wong sait que le système dit la vérité, alors il lui demande pourquoi il s'embête à aider quelqu'un comme lui. Le système lui répond que c'est parce qu'il veut réaliser son rêve, et ce rêve est de devenir le roi du... Wang essaie de s'exercer à la téléportation avec le système, mais il manque rapidement d'énergie et manque de tomber du haut d'un immeuble. Le système lui indique que ses réserves d'énergie sont presque épuisées, et qu'il va devoir limiter la téléportation à 1 fois par minute. Wang décide d'interrompre l'entraînement à la téléportation pour l'instant, car il serait dommage qu'il manque d'énergie à 1000 pieds d'altitude. Le système lui indique qu'il existe un moyen plus sûr de s'entraîner, car en théorie il devrait pouvoir utiliser ses pouvoirs pour voir tout ce qui se trouve dans un rayon de 15 mètres. Wang décide d'essayer. Grâce à son nouveau pouvoir, il peut voir sa chambre, un couple au lit, et l'une de ses voisines dans son bain. Comme il ne se sent pas à l'aise, Wang cesse d'utiliser son pouvoir sur son immeuble et essaie plutôt de scanner le jardin, mais il est effrayé lorsqu'un chat le regarde dans les yeux. Wang finit par tomber à genoux, et le système l'avertit que s'il continue à utiliser ses améliorations sensorielles et de téléportation, il sera à court d'énergie. Pour un débutant, Wang est plutôt doué pour contrôler ses pouvoirs, mais son corps n'est pas habitué à brûler autant d'énergie, et il finit par s'évanouir. Quelques heures plus tard, Wang se réveille dans son lit et se rend compte qu'il en a peut-être trop fait avec l'entraînement de la nuit dernière. Il sera donc plus prudent à partir de maintenant. Le système a ramené Wang dans sa chambre après son évanouissement, car il a besoin de beaucoup de repos. Wang se rend soudain compte qu'il n'entend plus la voix du système dans sa tête et demande ce qui se passe. Le système explique que rester lié au corps de Wang consomme de l'énergie, et qu'il ne peut pas laisser... Yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. C'est Wang mourir d'épuisement énergétique, car il disparaîtrait lui aussi. Cela semble logique à Wang, mais il a encore du mal à croire qu'il a maintenant des super pouvoirs. Il essaie de trouver des informations sur le cube sur Internet, mais malheureusement il n'y a pas d'Indien avec un tutoriel, alors il va devoir se débrouiller tout seul. C'est alors qu'il reçoit un message de Chen Yao, qui lui demande s'il veut déjeuner avec elle demain. Wang est d'abord excité, mais il se souvient de ce que Singe lui a fait et il jure qu'il lui fera regretter, mais pas tout de suite, car il manque encore d'énergie bien trop rapidement. Il demande au système s'il y a un moyen d'augmenter sa force. Le système lui répond qu'il existe une fonction d'amélioration automatique intégrée, et qu'en absorbant une gemme d'énergie, Wang peut devenir plus fort. Wang s'enthousiasme et demande de quel type de gemme il a besoin pour l'amélioration, et le système lui dit qu'il peut utiliser des pierres. En théorie, n'importe quel caillou peut contenir de l'énergie, mais il aurait plus de chances d'utiliser des pierres comme la charismatite sur l'étagère, ou la bague en diamant inestimable de sa mère. Wang ne peut pas se permettre d'utiliser des pierres aussi chères dans le système, mais le système lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie. Cependant, le système a réussi à trouver une gemme à l'extérieur qui devrait avoir assez d'énergie pour lui donner une amélioration décente. Wang demande où elle se trouve, et le système lui répond qu'elle est dans le jardin du rez-de-chaussée. Wang ne perd donc pas de temps et se téléporte en bas avec une pelle à la main. Il demande ensuite où il doit commencer à creuser, mais le système l'encourage à essayer de le trouver par lui-même grâce à son sens de l'espace. Cela vaut la peine d'essayer, alors Wang ferme les yeux et commence à balayer la zone. Il finit par trouver quelque chose près de l'arbre, s'y rend et creuse. Il a du mal à croire que ce rocher renferme vraiment de l'énergie, car il ressemble à un simple caillou orange vif, mais le système lui assure qu'il peut être utilisé pour sa mise à niveau. Wang demande ce qu'il doit faire ensuite, et le système lui dit de placer la pierre précieuse dans son cube intérieur. Wang entre dans l'espace du cube et tient la pierre contre le mur. Quelques secondes plus tard, elle est absorbée. Il est surpris que cela ait fonctionné, et il commence déjà à sentir l'énergie pénétrer dans son corps. Le système explique que le pouvoir de la pierre a augmenté la force de Wang et son endurance de 1, et que s'il continue à absorber des pierres de puissance, il pourra améliorer considérablement sa capacité de combat. Le lendemain matin, Wang se réveille et sort du lit, mais il est encore endormi parce qu'il a passé toute la nuit à chercher des pierres de puissance. Il se souvient soudain qu'il doit aller à l'école aujourd'hui, il se dépêche donc de se préparer et se rend en classe quelques minutes plus tard. Dès qu'il arrive, Chen Yao commence à lui demander des explications sur tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais elle se rend compte que tout le monde en classe la regarde, et qu'il se souvienne encore qu'elle a avoué aimer Wang, alors il commence à la taquiner à ce sujet. Juste à ce moment-là, il y a de l'agitation à la porte d'entrée, parce que Saint-Jean vient d'arriver. La première chose qu'il fait après son arrivée, c'est d'ordonner à l'un de ses subordonnés de donner un coup de pied dans le corps d'un homme au hasard. Saint-Jean s'est clairement introduit dans l'école parce qu'il en a après Wang. Chen Yao est donc inquiète, mais Wang lui dit de se calmer et de retourner à sa place pour l'instant. Saint-Jean a entendu dire que Wang est toujours en vie,
Alors il se rend devant la classe et exige de savoir où il est. Dès qu'il prononce le nom de Wang, tous les élèves le regardent, parce qu'ils sont tous des mouchards. Wang essaie d'ignorer le problème, espérant que Saint-Jean abandonne et s'en aille, mais il a déjà repéré Wang et commence à monter les escaliers pour le rejoindre. Il ne semble pas que Wang puisse s'en sortir sans se battre, mais grâce à ses nouveaux pouvoirs, il devrait pouvoir le maîtriser. Pour s'en assurer, il demande au système s'il a de bonnes chances de gagner, et le système lui répond que ce sera une victoire facile, parce que la puissance de combat moyenne des gens ici est de 5, et que celle de Wang est de 22. Tout à coup, Shen Yao tente de convaincre Saint-Jean de ne pas le faire, parce qu'elle ne veut pas que Wang soit blessé. Mais Saint-Jean s'approche d'elle et commence à parler de Wang comme d'une merde. Shen Yao lui dit de partir, mais Wang en a assez de ce manque de respect. Il se lève et s'excuse auprès de Shen Yao de l'avoir laissé se faire harceler si longtemps, puis dit qu'il va s'occuper de lui maintenant. Saint-Jean est vexé que Wang pense pouvoir s'occuper de lui. Il l'attrape par le col et le menace de le tuer, mais Wang lui saisit le bras et le serre si fort que Saint-Jean reconsidère momentanément ses décisions. Wang lui dit que s'il continue à les harceler, lui et Shen Yao, il n'aura d'autre choix que de le lui faire regretter. Saint-Jean essaie toujours de comprendre quel stéroïde Wang a pris pour avoir autant de force. Mais tout à coup, le professeur de la classe arrive et dit à Saint-Jean et à ses hommes de sortir, parce qu'ils ne font pas partie de cette classe. Saint-Jean ne veut pas que le professeur appelle la police, alors il accepte de partir. Mais avant, il chuchote à l'oreille de Wang et lui dit de venir sur le terrain de basket de North ce soir, s'il ne veut pas que Shen Yao soit blessé. Saint-Jean s'en va, et Shen Yao demande à Wang ce que Saint-Jean lui a chuchoté. Wang lui répond que ce n'est pas important. Par coïncidence, il dit qu'il a soudain mal à la tête et qu'il devra peut-être sécher les cours aujourd'hui. Pendant ce temps, sur le terrain de basket, Saint-Jean n'arrive toujours pas à comprendre comment Wang est devenu assez fort pour lui laisser des bleus sur le poignet. Il pense que c'est un coup de chance, parce qu'il n'a jamais fait autant de sport, et il jure qu'il fera payer Wang pour l'avoir humilié de la sorte. Un peu plus tard, Wang arrive au terrain de basket et demande où se trouve Saint-Jean. Il le trouve assis en haut des gradins. Saint-Jean rit parce que Wang ne peut plus s'échapper et il n'y a aucune chance que Wang gagne ce combat. Saint-Jean n'a jamais prévu d'avoir un combat à 1 contre 1, il va sauter sur Wang avec toute sa bande. Le système prévient Wang qu'il risque d'être cuit, car il y a 13 adversaires. Toujours confiant dans ses pouvoirs, Wang demande au système quelles sont ses chances de gagner. À sa grande horreur, le système lui dit qu'il n'a que 22 chances de gagner. Wang n'a soudain plus confiance en lui et Saint-Jean s'en aperçoit, ce qui l'amène à se moquer encore plus de lui. Il rassemble tous ses hommes et les place devant Wang, mais avant de commencer à le battre, il lui donne une dernière chance de s'excuser et d'implorer sa pitié. Cependant, Wang commence à insulter Saint-Jean et son gang de North City parce qu'ils sont trop effrayés pour le combattre en 1 contre 1. Saint-Jean le sait, mais il ne peut pas laisser passer cette insulte et s'apprête à frapper Wang. Mais avant qu'il ne le fasse, l'un de ses hommes s'avance et dit qu'il combattra Wang pour Saint-Jean. Kong est le plus fort combattant du gang de Saint-Jean et tout le monde est convaincu que Wang n'a aucune chance contre lui, même Wang n'est pas sûr de pouvoir l'affronter. Alors il demande au système d'analyser la puissance de combat de Kong, mais elle n'est que de 10, donc il ne devrait pas être trop difficile à battre. Kong ramasse un ballon de basket et s'apprête à le lancer sur Wang, mais le système l'avertit et il esquive à temps. Kong essaie ensuite de frapper Wang, mais celui-ci bloque et se faufile comme un combattant professionnel. Pendant ce temps, Sheno s'inquiète pour Wang, car il a agi de façon suspecte plus tôt et maintenant il ne répond pas au téléphone, alors elle décide d'agir. De retour au gymnase, Kong n'a toujours pas réussi à porter un seul coup à Wang et commence à s'épuiser. Wang n'a plus qu'à porter le coup de grâce. Kong charge à nouveau, mais Wang est encore trop rapide pour lui. Il attrape sa jambe et à partir de là, c'est l'extinction des feux, car Wang lui assène un coup de poing électrique et projette Kong contre un mur. Les autres membres du gang n'en reviennent pas, Kong a été vaincu par un inconnu. Il demande à Saint-Jean ce qu'ils doivent faire. Saint-Jean se contente de rire et crie que même si Wang a pu vaincre Kong, ils sont encore trop nombreux pour qu'il puisse se battre contre tous à la fois, donc il perdra. Wang demande alors au système si ses chances de gagner ont augmenté. Comme Kong est toujours inconscient, il y a une personne de moins à combattre, mais ses chances ne sont encore que de 30%, ce qui reste risqué. Il n'a pas d'autre choix que de les affronter tous en même temps. Wang, yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Wang se met en position et commence à parer les attaques, mais il n'arrive pas à les suivre tous et reçoit un coup de pied par derrière. Il prend ce coup personnellement, se retourne et efface la génération future du gars en un seul coup. Il le jette devant Saint-Jean, qui commence à s'inquiéter et ordonne à tout le monde d'encercler Wang. Wang ne peut pas se laisser acculer. Il saute sur les gradins, court pour créer de la distance, puis saute vers le bas et balaie les jambes d'un gars, mais se fait attraper par derrière. Il tente de se libérer, mais avant qu'il ne s'en rende compte,
il reçoit un coup dans les tripes et tombe au sol. Ce coup lui a fait mal, mais Wang reste prêt à se battre. Cette fois, il sent venir l'attaque sournoise, l'esquive, attrape la jambe de celui qui l'a frappé, le fait pivoter et le projette directement dans le visage de Saint-Jean, qui commence enfin à comprendre la puissance de Wang. Wang marche alors vers Saint-Jean, mais le système l'avertit. Il est presque à court d'énergie et n'a aucune chance dans cet état. Pourtant, même si c'est un bluff, Wang veut faire peur à Saint-Jean pour qu'il ne cause plus de problème à Shen Yao. C'est alors que le chef du gang de South City arrive, juste pour se moquer de Saint-Jean et du gang de North City, qui ont perdu face à un seul homme. Il dit que si Saint-Jean ne peut pas battre un seul homme, il ne mérite pas d'être chef. Mais Wang l'interrompt, il voit bien qu'il y a un conflit entre les deux gangs, mais ça ne le regarde pas, alors il ne veut pas s'en mêler. Cependant, bien que Yuan n'ait jamais vu Wang auparavant et ignore pourquoi il se battait, il décide quand même d'envoyer ses hommes pour le battre, juste pour prouver qu'il a raison. Le système prévient Wang, il n'a aucune chance dans un combat frontal dans son état actuel et doit fuir. Wang demande au système de le téléporter, mais il doit attendre la fin du temps de recharge. Il continue donc de courir jusqu'à arriver à l'escalier. Le temps de recharge terminé, il peut enfin se téléporter et la première chose qu'il fait est d'éteindre toutes les lumières. Pendant que tout le monde tâtonne dans le noir, Wang se téléporte derrière eux, après avoir fixé Yuan droit dans les yeux. Le plaque au sol, il passe ensuite à tabac tous les membres du gang de Yuan. Lorsque les lumières se rallument, Wang est le seul à rester debout, et Saint-Jean est encore plus terrifié par lui. Tout à coup, ils entendent un homme crier à l'extérieur du gymnase. Il semble que Shenao ait appelé les flics parce qu'elle s'inquiétait pour Wang. Les policiers tentent de franchir les portes verrouillées, et Shen Yao leur demande de se dépêcher car son ami est peut-être en danger à l'intérieur. Wang ne pourra pas sortir du bâtiment sans se faire repérer, et il ne veut pas avoir d'ennui pour s'être battu. Alors il doit trouver quelque chose rapidement. Il regarde Saint-Jean et se téléporte devant lui. Saint-Jean se met alors à genoux et commence à implorer son pardon. Cela donne une bonne idée à Wang, qui dit qu'il pardonnera à Saint-Jean, mais à une seule condition. Alors que la police parvient enfin à ouvrir la porte, elle voit Saint-Jean tenir Wang par le col et faire semblant de le frapper. Saint-Jean et Yuan finissent par avoir des ennuis pour avoir déclenché une bagarre de groupe dans le gymnase, mais Wang s'en tire à bon compte parce qu'il a convaincu les policiers qu'il n'était qu'un spectateur innocent, pris entre deux feux. Il a aussi fait promettre à Saint-Jean de ne plus jamais ennuyer Shen Yao, ce qui résout le problème. Mais ce combat a fait comprendre à Wang qu'il y a des limites à son pouvoir, et qu'il doit donc devenir plus fort dès que possible. Pour cela, il doit trouver d'autres gemmes de pouvoir. Il se rend dans une bijouterie, mais il se rend vite compte qu'il n'a pas les moyens de se les offrir, et qu'il ne veut pas non plus les voler. Il envisage brièvement d'avoir une shawarma pour pouvoir acheter les gemmes, mais cela n'en vaut pas la peine. Alors Wang décide de partir à la recherche de gemmes de puissance dans la nature. Il s'équipe et se rend dans la chaîne de montagnes la plus proche pour commencer à chercher. Il en trouve quelques-unes, mais l'une d'entre elles est sous un rocher géant, une autre au fond d'un lac, et une autre encore à 15 mètres sous terre, si bien qu'il est impossible pour Wang de l'atteindre par ses propres moyens. À ce moment-là, le système l'avertit qu'il vient de localiser une grotte souterraine contenant une grande quantité d'énergie sous forme de pierres de puissance. Curieux, Wang tente de s'y téléporter, mais pour une raison inconnue, il ne peut pas y entrer. Le système explique que si une zone est complètement fermée, Wang ne peut pas se téléporter à l'intérieur. Pour le faire, il lui faudrait un espace d'au moins 1 centimètre, mais il n'a pas la force de creuser jusqu'au fond. Il réfléchit un instant. Si tout ce dont il a besoin, c'est d'un trou, il devrait pouvoir en trouver un près du lac. L'eau a forcément érodé le sol. Après avoir scruté le sol, il trouve une minuscule ouverture qui mène à la grotte. Une fois téléporté à l'intérieur, il tombe, car il ne s'attendait pas à ce que le sol soit si glissant. Il sort sa lampe de poche et commence à regarder autour pour voir s'il trouve quelque chose, mais tout ce qu'il voit, c'est une grenouille au hasard. Tout à coup, le système l'informe qu'il a détecté des pierres de puissance juste devant lui, mais il n'y a rien d'autre qu'un mur ici. Wang est incroyablement frustré. Après tout le mal qu'il s'est donné pour arriver jusqu'ici, il n'arrive toujours pas à atteindre les pierres. Mais il sent une rafale de vent sur son visage. S'il y a du vent, c'est qu'il doit y avoir un trou quelque part. Dès qu'il trouve la brèche, Wang se téléporte à l'intérieur. Il se retrouve dans une toute nouvelle section de la grotte. Il fait quelques pas en avant, mais il n'a pas fait attention, et manque de tomber du bord d'une falaise. Heureusement, il réussit à se sauver, mais il n'a plus de lampe de poche. Il décide de faire une pause et d'essayer de repérer les gemmes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais il s'avère que Wang n'est pas seul ici. Il parvient à localiser les gemmes dans un groupe de l'autre côté de la grotte. Mais alors qu'il essaie de trouver un moyen d'y aller, car elles sont hors de portée de sa téléportation, un serpent géant se faufile derrière lui. Au moment où le serpent s'apprête à le dévorer,
Wang décide de se téléporter de rocher en rocher jusqu'à atteindre les gemmes, ce qui lui permet d'éviter l'attaque juste à temps. Il n'a toujours pas réalisé qu'il y avait un serpent dans ce tunnel, alors il décide de marcher le reste du chemin, en attendant la fin du temps de recharge de sa téléportation. Il finit par s'approcher suffisamment pour que le système identifie plusieurs pierres de pouvoir différentes, ce qui réjouit Wang. Mais il sera difficile de les atteindre car les plateformes près des pierres de pouvoir sont très étroites. Il ne sait toujours pas que le serpent essaie de le manger, et il ne veut pas risquer de faire une chute mortelle, alors il hésite à se téléporter. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Juste avant que le serpent ne le morde, Wang se téléporte et s'accroche à un rocher pour survivre. Maintenant qu'il est assez proche des pierres de pouvoir, Aang s'attache à une corde pour sa sécurité et commence à les extraire. Mais lorsqu'il essaie de récupérer la deuxième, sa main glisse et la laisse tomber accidentellement au fond de la grotte. Il ne peut pas se permettre de perdre cette gemme, alors il essaie d'utiliser son sens de l'espace pour la localiser. Mais à sa grande horreur, il sent quelque chose d'énorme juste à côté de lui. Alors que le serpent tente de le mordre, Wang glisse et tombe du bord du pilier. Le serpent plonge à sa poursuite. Heureusement, la corde autour de la taille de Wang l'empêche de tomber. Le serpent le manque et tombe dans l'eau. Cependant, quelques instants plus tard, la corde se rompt et Wang tombe également dans l'eau. Il risque maintenant de se noyer, mais le serpent essaie toujours de le manger. Wang saisit alors sa pelle et tente d'éloigner le serpent, mais la pelle ne fait absolument rien. Aang se fait capturer par le serpent, qui commence à lui arracher la vie. Wang demande au système de le téléporter dans la dimension du cube, mais le système lui dit qu'il ne peut pas le faire tant que le serpent le retient. Dans un ultime effort, Wang plante la pelle dans le serpent pour qu'il le libère. Le serpent le libère, mais Wang est déjà dans les vapes à cause du manque d'air. Le système le téléporte automatiquement dans la dimension du cube. Une fois que Wang a repris conscience, il dit au système qu'il va fusionner avec toutes les gemmes qu'il vient de collecter. C'est une option, mais le système informe Wang qu'il y a une meilleure façon de procéder. Il possède actuellement 11 gemmes de puissance élémentaire, mais elles peuvent être synthétisées en une gemme de puissance avancée. Une gemme de puissance avancée lui confère beaucoup plus de puissance. Wang veut évidemment une gemme de puissance avancée, mais le système lui dit qu'il faudra 4 jours pour synthétiser les gemmes. Comme ils n'ont pas ce temps, le système dit à Wang qu'il peut synthétiser 9 gemmes et en utiliser 2 tout de suite pour combattre le serpent. Une fois qu'il a fini d'absorber les 2 gemmes élémentaires, Wang se téléporte à nouveau hors du cube et le serpent l'attaque à nouveau immédiatement. Mais cette fois, Wang bloque facilement l'attaque et tue le serpent instantanément. Wang est honnêtement déçu que le combat ait été si facile, car il s'attendait à un défi plus important, mais il est tout de même reconnaissant de cette victoire. Il entre dans l'eau pour jeter un coup d'œil au cadavre du serpent, mais à sa grande surprise, il y trouve une autre gemme de puissance. Et celle-ci est vraiment très belle. Alors Wang a une bonne idée de ce qu'il va en faire. Pendant ce temps, Saint-Jin et Huan se rencontrent dans un club. Huan semble bien décidé à se venger de Wang. Han veut se venger de Wang, mais Saint-Jin ne pense pas que cela vaille la peine, parce qu'il n'y a aucun moyen de le battre. Même avec la force combinée de leurs 2 gangs, Wang les écraserait toujours. Mais Huan a un plan. Il dit à Saint-Jin que Luo est de retour en ville, et dès que Saint-Jin entend ce nom, il est terrifié. Il crie à Huan, parce que ce serait une condamnation à mort que d'envisager de demander de l'aide à Luo. Mais Huan n'est pas assez stupide pour le faire. En revanche, il est assez stupide pour penser qu'il peut manipuler Luo afin qu'il se débarrasse de Wang pour eux. Il rappelle à Saint-Jin que si Luo a quitté la ville il y a 2 ans, c'est parce qu'il s'est battu avec quelqu'un de plus fort que lui, un certain Shiku. Saint-Jin ne sait pas grand-chose sur Shiku, mais il se souvient que Shiku avait quelque chose à voir avec Shenao. Huan continue de parler de son plan. Luo est très remonté contre Shiku. Alors, s'ils jouent bien leurs cartes, ils pourront peut-être forcer Wang à se battre avec Luo en utilisant Shenao comme appât. Le lendemain, Aang est censé rencontrer Shenao pour un rendez-vous, mais elle est en retard, et lorsqu'il essaie de l'appeler au téléphone, elle ne répond pas. Il trouve cela étrange, car Shenao n'ignore jamais ses appels, mais elle est peut-être simplement occupée. Alors, il décide d'attendre un peu plus longtemps qu'elle arrive. Cependant, il finit par entendre quelqu'un parler d'un incident qui s'est produit dans le complexe d'appartements où Shenao habite. Et W.H. Wang a un mauvais pressentiment à ce sujet. Alors, il part en courant pour aller voir Shenao. Mais, à son grand désarroi, lorsqu'il arrive, il trouve l'endroit envahi de voitures de police et la mère de Shenao pleure, parce que Shenao a été kidnappée. La police dit qu'elle va enquêter pour retrouver Shenao, mais Aang n'a pas l'intention d'attendre. Il doit découvrir qui est derrière tout ça. À ce moment-là, Aang aperçoit Saint-Jeu qui se promène dans la foule à proximité, et il sait qu'il doit avoir quelque chose à voir avec tout ça. Alors, un peu plus tard, Wang le coince dans une ruelle sombre et lui demande des explications. Au début,
Saint-Jean essaie de jouer les idiots et fait comme s'il ne savait rien. Mais Wang fait un trou dans le mur et prévient Saint-Jean que la même chose va lui arriver à la tête s'il ne commence pas à parler rapidement. Saint-Jean commence immédiatement à moucharder et raconte à Wang tout le plan que Yuan a mis au point. Pendant ce temps, Yuan regrette l'existence des cellules cérébrales stupides qui lui ont fait croire que c'était un bon plan. Luo a déjà compris que Yuan essayait de se servir de lui, et il déteste être manipulé, mais il déteste aussi Shiku. Alors, si le plan de Yuan permet d'attirer Shiku, il va jouer le jeu. Mais cela ne veut pas dire qu'il a pardonné à Yuan. Donc, Luo joue actuellement au golf avec la bouche de Yuan. Shen Yao est actuellement attachée dans un coin de la pièce, et elle est terrifiée après avoir vu ce que Luo vient de faire à Han. Alors, elle essaie d'éviter le contact visuel, mais il s'approche directement d'elle. Il lui dit qu'il va lui poser quelques questions et qu'elle n'a pas intérêt à lui mentir, car il n'hésitera pas à lui refaire le visage comme il a fait avec Yuan. Il lui demande quelle est sa relation avec Shiku, mais Shen Yao n'a jamais entendu parler de lui. Luo ne la croit pas, parce qu'il existe des archives montrant que Shiku a risqué sa vie contre des hommes d'extraordinaire juste pour la sauver. Il est donc impossible qu'elle ne sache pas qui il est. Il est possible que Shiku l'ait sauvé sans lui révéler sa véritable identité, et qu'elle ne sache donc pas qui il est. Mais Shiku sait certainement qui est Shen Yao, et il semble tenir beaucoup à elle. Il est donc étrange qu'il ne se soit pas encore montré pour la sauver alors qu'elle a été kidnappée. Et même si Shiku se présente, le Major-Homme n'est pas sûr que Luo puisse gagner contre lui avec ses forces actuelles. Luo pense que c'est absurde, car il a dépensé beaucoup d'argent pour engager des combattants professionnels afin de se venger. Mais même ainsi, ils ne connaissent pas la force réelle de Shiku, et le Major-Homme n'est pas sûr de pouvoir gagner contre lui. Et ce n'est peut-être pas une bonne décision de tuer ou même de blesser Shen Yao tant qu'ils n'ont pas de plan pour s'occuper de Shiku. Luo comprend ce qu'il dit, il se calme et accepte de laisser Shen Yao tranquille pour l'instant, et quitte la pièce. Pendant ce temps, Saint-Jean vient d'expliquer comment Yuan a convaincu Luo de kidnapper Shen Yao en raison de ses liens avec Shiku. Wang ne comprend rien et demande à Saint-Jean qui est ce Shiku, et pourquoi Luo pense qu'il peut utiliser Shen Yao pour l'attirer. Saint-Jean rappelle à Wang l'incident qui est arrivé à Shen Yao il y a plusieurs années, lorsqu'elle a failli être kidnappée. La légende veut qu'un bon samaritain l'ait sauvée, mais en réalité, cet homme était Shiku. Depuis ce jour, de nombreuses personnes ont essayé de le retrouver. Une y est parvenue, car Shiku ne laisse jamais de traces de sa présence derrière lui, sauf une fois où il s'est présenté et a cassé 2 doigts de Luo. Depuis ce jour, Luo veut absolument retrouver Shiku pour se venger. Han a décidé d'utiliser cette situation à son avantage et a donné des informations à Luo pour qu'il kidnappe Shen Yao. Mais pour être clair, Saint-Jean était contre le plan depuis le début, il n'a donc rien à voir avec cela. Wang en a assez entendu. Il est donc prêt à aller sauver Shen Yao. Et comme Saint-Jean n'était pas impliqué, Han va le laisser partir. Wang finit par arriver sur le site de construction où Shen Yao est détenu, mais alors qu'il s'approche, le système l'avertit qu'il y a 7 puissants artistes martiaux à l'intérieur. Wang se rend compte que cela pourrait être gênant. Alors, il demande au système s'il a déjà fini de traiter la gemme avancée, mais il lui faudra encore 30 minutes pour la synthétiser. Wang pourrait l'attendre d'augmenter sa puissance, mais il ne sait pas si Shen Yao est en sécurité. Il ne peut donc pas se permettre de perdre du temps. Alors qu'il se dirige vers le bâtiment, Luo et son équipe le repèrent. Et même si Wang n'est pas Shiku, Luo pense qu'il sera amusant de le tourmenter. Alors, il ordonne à ses artistes martiaux de s'occuper de lui. Mais ils ne peuvent le combattre qu'un par un, car sauter sur lui d'un seul coup ne serait pas drôle à regarder. Wang s'approche de la porte d'entrée et s'apprête à forcer la serrure pour entrer, mais il est arrêté par Pablo, un adepte des arts martiaux. Il prévient Wang que la serrure est renforcée par une barrière surnaturelle, et que s'il tente de la forcer, il subira un choc en retour et mourra. Dans ce cas, Wang lui demande de lui remettre la clé de la serrure, mais Pablo ne peut pas le faire. Il a reçu l'ordre de tuer quiconque tente de monter à l'étage. Il donne donc à Wang une chance de faire marche arrière et de rentrer chez lui. Cependant, Wang n'a pas l'intention d'abandonner Shen Yao, et si Pablo essaie de se mettre en travers de son chemin, Wang devra le battre. Selon le système, Pablo a un niveau de puissance de 52 et le niveau de puissance de Wang n'est que de 50. Pablo donne le premier coup de poing, qui aurait pu être fatal, mais Wang parvient à esquiver à temps et lui envoie un coup de pied au visage. Cependant, il ne subit aucun dommage. Pablo est plus fort et plus résistant que Wang. Donc, même si Wang est un peu plus rapide que lui, il ne pourra pas porter de coup décisif avec ses poings. Mais Wang se rend compte qu'il s'agit d'un combat de rue et, alors que l'homme le charge à nouveau, il téléporte un marteau à proximité dans sa main et lui ouvre le crâne avec. Pendant que Pablo fait une sieste potentiellement permanente, Wang prend la clé et se rend à l'étage suivant. Alors qu'il monte les escaliers en courant, le système l'avertit que le prochain combattant a un niveau de puissance de 75, mais Wang n'hésite pas et se précipite dans la pièce.
Dès qu'il entre, il se rend compte que toutes les lumières sont éteintes et que la pièce est plongée dans le noir. L'artiste martial de cet étage, Lee, est un assassin qui maîtrise la technique d'effacement de sa présence dans les endroits sombres. Tous ses points de stats sont consacrés à la furtivité, ce qui lui permet de s'approcher discrètement de Wang et de le tuer avant qu'il ne se rende compte de ce qui se passe. C'est du moins ce qui se passerait si Wang n'avait pas de conscience spatiale. Wang sait exactement où se trouve Lee et, alors qu'il tente de l'attaquer par derrière, Wang sort une batte de son inventaire et frappe Lee en plein dans les couilles. Deux artistes martiaux de l'étage supérieur ont regardé Wang monter les étages et ils sont surpris qu'il ait réussi à les battre si facilement. Mais son prochain adversaire sera Beowulf, et l'homme ne pense pas que Wang ait la moindre chance. Il prédit qu'il ne faudra que quelques secondes à Beowulf pour l'écraser. Mais si, par miracle, Wang parvient à le vaincre, il devra alors les affronter. Et la jeune fille est particulièrement enthousiaste. Wang finit par atteindre l'étage suivant et Beowulf l'attend debout, le dos tourné. Il s'apprête à faire un discours sur le fait que Wang est parvenu jusqu'ici, mais Wang saute la scène et tente de le frapper avec une batte. Mais Beowulf l'attrape et plaque Wang au sol. Ce seul coup a fait perdre tout son souffle à Wang, qui sait qu'il n'a aucune chance contre Beowulf dans l'état où il se trouve. Mais heureusement, le système l'informe que la gemme avancée est presque entièrement traitée et qu'il lui suffit de survivre une minute pour bénéficier d'une augmentation de ses statistiques. Oui, cela va être beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, car Beowulf est en train de faire des combos sur Wang et il ne peut rien y faire. Wang tente de donner un coup de pied à Beowulf, mais s'approcher de lui était une erreur, car Beowulf attrape la jambe de Wang, lui brise le bras puis le frappe directement à travers un pilier. Wang serait mort à l'heure qu'il est, mais une minute s'est écoulée et le système commence à intégrer le pouvoir de la gemme avancée. Cela guérit le corps de Wang et augmente toutes ses statistiques. Il est donc prêt à reprendre le combat, mais cette fois la balance penche en sa faveur. Comme Wang est de nouveau sur pied, Beowulf se prépare à un nouveau round de combat, mais d'un seul coup de poing, Wang l'envoie voler à l'autre bout de la pièce. Ce coup de poing pousse Beowulf à remettre en question tout ce pourquoi il a travaillé, car il n'arrive pas à croire qu'un guerrier de niveau comme lui puisse perdre face à un gamin. Mais ce gamin aléatoire le frappe avec un éclair noir et le fait passer à travers le mur. Luo a regardé tout ce qui se passait sur les caméras et il est furieux que les artistes martiaux hautement qualifiés qu'il a payés perdent contre un gamin dont il n'a jamais entendu parler. Il aurait peut-être mieux valu qu'il saute sur Wang, mais le majordome l'assure que les deux prochains artistes martiaux le vaincront à coup sûr. Ils font partie de l'Alliance des arts martiaux Millions et on peut dire qu'ils sont de vrais professionnels. Les Millions Stones sont une force avec laquelle il faut compter. Cette fille est encore plus terrifiante que lui. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle porte un bracelet de restriction pour limiter ses pouvoirs. Et si elle l'enlevait, il n'y aurait aucune idée de l'ampleur des dégâts qu'elle pourrait causer. Wang est en train de monter l'escalier pour atteindre l'étage suivant, mais le système l'avertit que son rythme cardiaque monte en flèche et qu'il est en proie à un stress psychologique important. Wang en est bien conscient et il est stressé, car il peut sentir l'aura terrifiante qui émane des personnes de l'étage suivant. Mais quoi qu'il arrive, il doit continuer à avancer pour sauver Shenyao. C'est la fin de l'épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.